Donc en premier lieu, on va voir un petit peu au cours du lupus ce qui se passe. Donc c'est une maladie rare, auto-immune chronique, avec une grande variabilité clinique. On a vraiment l'habitude de voir plusieurs symptomatologies, on va dire, chez les patientes du petit lupus, en fait, au lupus sévère. On a tendance à expliquer aux patientes, finalement c'est comme quand on parle anglais, il y a le petit qui sort de maternelle et qui dit j'ai parlé anglais, il y a l'étudiant qui va au lycée, qui parle mieux anglais, et puis il y a celui qui fait des études de littérature anglaise, et puis le bilingue, voire le natif anglais. Et donc tout ça, on va le retrouver dans le lupus avec des atteintes qui vont vraiment varier de juste l'atteinte cutanée, un petit peu articulière, aux atteintes sévères avec le rein notamment et l'atteinte neurologique. Et donc vraiment, ça ne va pas être du tout la même chose, ni la même manière en fait de s'occuper de ces patientes. Donc la pathogénèse est multifactorielle, on pense qu'il y a une part génétique, de la dysimmunité et puis une part environnementale, avec certainement à un moment une mise en contact avec un virus ou autre chose qui fait que le système immunitaire va un petit peu s'emballer et on va développer des auto-anticorps. Chaque signe, on va voir donc plusieurs signes, plusieurs symptômes, signes cliniques qui peuvent être inaugurales, c'est-à-dire qui peuvent faire découvrir le lupus. Et c'est une maladie qui va se présenter par poussée. Donc il y a des critères de classification, ACR, plus récemment aussi il y a le SLIC qui vont permettre en fait de classer la maladie, enfin le lupus. Bon, ça nous sert beaucoup, surtout pour tout ce qui est publication, en fait, pour avoir des cohortes plutôt homogènes. Mais en gros, on va avoir l'atteinte cutanée, photosensibilité, l'atteinte articulaire, l'atteinte sérique, neurologique, rénale, et puis tout ce qui est hématologique, puis les anticorps. C'est une maladie qui touche essentiellement les femmes, surtout la femme jeune, vous voyez, c'est entre 20 et 40 ans. Chez les plus de 50 ans, c'est rare et souvent, ça va être induit par un traitement. C'est une maladie rare et c'est plus fréquent avec des atteintes qui peuvent être plus sévères en Asie, Amérique du Sud et chez les Afro-Américains. Donc, comme on disait, ça touche la femme jeune, donc ça va vraiment on va vraiment être confronté en fait à des femmes en âge de procréer et donc à toute la problématique de la grossesse. Et donc au cours du lupus, va falloir se poser la question quand on voit une patiente, est-ce qu'elle a un désir de grossesse, puis quand elle est enceinte, parce qu'il va y avoir le problème chez la mère, mais les problèmes aussi chez l'enfant qui vont être à prévenir et à gérer. Donc chez la maman, ça va être un risque de poussée du lupus. On sait que le lupus, que la grossesse, tout ce qui est hormones, notamment avec la sécrétion d'œstrogène, va entraîner en fait des poussées de lupus, et notamment au niveau du rein. Plus tard, au cours de la grossesse, ça peut donner des prééclampsies, hématomes rétroplacentaires, HELP, un petit surrisque de thrombose donc lié au lupus. Et puis tout ce qui est rupture prématurée des membranes. Chez l'enfant, du coup, on va être confronté au risque de mort fœtale, à la prématurité, au retard de croissance, et puis, comme on le verra un peu plus tard, à la toxicité des traitements. Mais finalement, sur tout ça, les patientes, quand elles viennent nous voir, ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'elles vont le transmettre à leur bébé, ce lupus. Et donc, on est très rassurante, il faut vraiment les rassurer. Voilà, leur bébé aura un sur-risque de maladie auto-immune. Par exemple, au lieu de 1 risque sur 2000, il va passer à 1 risque sur 1000. Mais voilà, leur bébé, il n'y a pas faut vraiment les rassurer sur le risque de transmission. La mortalité reste élevée chez ces patientes. Une mortalité maternelle, vous voyez, multipliée par 20 par rapport à la population générale au cours des grossesses. Souvent plus de comorbidités, hypertension artérielle, diabète, insuffisance rénale, et puis plus de complications à type de thrombose, hémorragie et infection au cours de la grossesse. Dernièrement, l'équipe de Jill Bayonne aux États-Unis a publié une étude, c'est l'étude PROMIS, sur les événements en fait,
obstétricaux chez les patientes ayant un lupus. Et sur 385 patientes lupiques, alors les sévères étaient exclus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas notamment d'atteinte rénale chez ces patientes. Le message était quand même plutôt rassurant, avec 81% de grossesse non compliquées, mais quand même 19% de complications obstétricales. Et finalement, ce qui ressortait en facteur prédictif de ces complications, c'était le fait d'avoir un anticoagulant circulant type lupique. On verra dans la seconde partie, donc ça fait partie des anticorps de la biologie antiphospholipides. Et puis le fait d'avoir un antihypertenseur et d'être non-caucasien en fait, ou hispanique, avec un risque de complication qui était, vous voyez, nettement supérieur. Donc finalement, en l'absence de ces facteurs de risque, le pronostic obstétrical reste bon, et donc ça me permet un petit peu de stratifier le risque et les patientes, de pouvoir avoir en tête des sous-groupes et de faire vraiment plus attention chez certaines patientes. Voilà, donc vous voyez là sur la diapo, il y a peu de poussées sévères si le lupus est peu actif, hein, avec finalement 2,5 à 3% de poussées beaucoup plus sévères. Donc finalement, les facteurs de risque de poussée de lupus, ça va être la maladie active avant la grossesse, une maladie très active dans les années précédant la grossesse, avec notamment un antécédent d'atteinte rénale, et l'arrêt du plaquenil avant la grossesse.